Le crime, le thème de prédilection des légendes urbaines. On craint le criminel, mais on admire aussi son ingéniosité. Car dans les légendes modernes les plus efficaces, le criminel est parfois un pauvre type qui se fait prendre parce qu'il est naïf, ou encore, c'est un véritable génie du mal. Dans notre première légende, le criminel est vraiment ingénieux. Et cette histoire comporte tous les ingrédients d'une légende efficace, c'est-à-dire un bandit brillant et une victime riche et arrogante. Une voiture involable, est-ce que ça existe? C'est ce que croyait un riche homme d'affaires montréalais. Il venait d'acheter une voiture de grand luxe. Une véritable œuvre d'art. Il avait été victime de vol et de vandalisme à plusieurs reprises dans le passé. Alors il avait tout mis en œuvre pour que son nouveau joujou soit parfaitement à l'épreuve du crime, tout en le garant bien à la vue dans l'entrée d'auto. Car à ce prix-là, pas question d'enfermer son bolide dans le garage, il voulait le montrer. Il avait fait installer un système d'alarme hypersensible à la fine pointe de la technologie, avec verrouillage de portes très complexe. En plus d'un système biométrique comparant les empreintes digitales avant de permettre à la voiture de démarrer. Bon, ça faisait un rituel un peu compliqué quand il voulait prendre la voiture, mais ça valait largement la peine. Après tout, cette voiture-là lui avait presque coûté aussi cher que sa maison. Il fallait la protéger. Mais pour aller chercher une pinte de lait, ouais, c'était un peu embêtant. Toujours est-il que le soir, il allait au lit l'esprit tranquille. Son bébé passait la nuit en toute sécurité, bien garé dans l'espace de stationnement devant la maison. Et il la stationnait toujours de la même manière, le nez vers la rue, pour que les passants puissent admirer la carrosserie, la grille et les phares. Quelques semaines après avoir acheté sa voiture, l'homme se lève pour aller chercher, et oui, une pinte de lait. Il se rend à la voiture et il se retrouve devant la porte du passager. Comment c'est possible? La voiture est bien garée dans l'entrée, mais le nez pointe vers la maison. Est-ce qu'il a oublié de la retourner en la stationnant hier soir? C'est vrai qu'il était tard. C'est sans doute ça qu'il se dit. J'ai opté pour la facilité parce que j'étais fatigué. Il oublie cet incident-là, puis il part chercher sa pinte de lait. En revenant, il se stationne comme d'habitude, en marche arrière, pour que le nez de la voiture soit bien visible pour les passants. Le lendemain matin, c'est le pain qui manque. Il y a des choses qui changent jamais, hein? Il manque toujours quelque chose le matin. Autre chose qui n'a pas changé, la voiture est encore dans la mauvaise position. Le nez pointé vers la maison. Mais là, il n'y a pas de doute. La veille, il était rentré tôt, il s'était garé en marche arrière. Ça, il en est certain. Il se demande vraiment ce qui a pu arriver. C'est là qu'il remarque à travers le pare-brise un bout de papier accroché dans l'auto. C'est un message laissé à son attention par quelqu'un qui faisait pas juste admirer la voiture. Quelqu'un qui la conduisait aussi. Le message disait « Si on voulait la voler, on la volerait. » Ça me rappelle une histoire où une voiture avait vraiment été volée, une voiture de riche, là, et c'était un bandit. Elle appartenait à un bandit. Et ce bandit n'avait pas du tout apprécié de se faire voler sa voiture et il avait immédiatement contacté son bon ami Vito Rizzuto, qui était le parrain de la mafia à Montréal à l'époque, et il lui avait dit « Fais le nécessaire. L'auto, à la rigueur, c'est pas grave, mais j'ai une mallette dans cette auto-là et je la veux. » Alors, comme par hasard, il y a un petit réseau de téléphones qui s'est mis en branle et c'est parti de la tête et ça a descendu jusqu'au niveau de la rue. Et comme par hasard aussi, la voiture est revenue là où elle avait été volée, dans un stationnement de restaurant.
La mallette n'était pas dans l'auto. Les téléphones sont remontés jusqu'à la tête et le message s'est passé et la mallette est revenue avec un petit délai de 24 heures. Mais des fois, il y a des contacts comme ça dans le milieu interlope qui sont mieux que toutes les polices d'assurance, que tous les téléphones au 911. En tout cas, ça a été extrêmement efficace dans le cas de ce monsieur. Ben, ce qui m'étonne de cette voiture involable-là, c'est la voiture elle-même, premièrement. Je trouve ça assez extra... Je trouve que ça fait un peu science-fiction, là, une auto. Je sais pas si ça existe, je connais rien d'un genre, là, mais c'est comme si c'était un prototype d'une nouvelle voiture. On ferait ça, on protégerait une voiture comme ça si c'était un prototype, si c'était, je sais pas moi, une nouvelle invention que l'inventeur veut protéger. Mais un monsieur tout le monde, manifestement, dans les légende, on dit que c'est un citoyen, là, comme tout le monde, qui s'achète une voiture comme ça, puis qui la protège à ce point-là, tout ça pour une voiture, il a dû mettre plus d'argent dans son char que dans sa maison. Je trouve ça un peu curieux. Puis surtout qu'il n'y avait pas dans le garage, sous prétexte qu'il veut que les voisins la voient. Si t'es prêt à mettre tant d'argent pour protéger ta voiture, mais t'es même pas prêt à la mettre dans le garage, je trouve que c'est un peu inconséquent comme réaction, je trouve. Cette histoire-là aussi me fait penser à une autre légende urbaine qui voulait qu'une femme un soir soit revenue du travail pour trouver les meubles dans sa maison complètement changés de place, sans qu'il y ait la moindre... je veux dire, elle n'avait pas d'invité, il n'y a pas de trace d'infraction, puis au point où elle se demande, j'ai-tu rêvé ça, là? Je suis folle. J'y crois que quelqu'un peut voler ça, là. Si on veut voler quelque chose, il y a des voleurs professionnels. Mais tant qu'à avoir fait le coup au gars, tant qu'à prendre le temps de virer le char de bord, puis de... Pourquoi pas le voler pour vrai? Fait que je trouve les voleurs un peu agaces, puis je me demande un peu c'est quoi leur but là-dedans. Si c'est juste de faire une blague, ça va, mais tant qu'à faire une blague aussi sophistiquée, je me demande pourquoi ils partent pas avec le char. Le monsieur en question, est-ce qu'il avait des ennemis? Est-ce que quelqu'un voulait l'intimider, peut-être? Le trouvait trop orgueilleux, avait une dent contre lui, je sais pas. Tout le monde a des ennemis, à plus ou moins grande échelle. Ça, c'est la version grand public du site web qui a été hacké. Un hacker, quand ça hack un site web, ça va changer la page d'accueil, puis ça va écrire « T'as été hacké. You've been hacked ». Fait que là, d'avoir pris l'histoire dans une banlieue, de prendre un char, de le virer de bord, puis de mettre un message en disant « J'aurais pu le voler ». C'est pareil qu'un hacker qui rentre sur le site web d'une grande compagnie ou d'une petite PME, puis qui va juste mettre « Tata, j'étais là, j'aurais pu faire du trouble ». Il y en a, là, leur loisir, c'est de s'amuser à checker si dans le coin, il y a des connexions Wi-Fi qui sont débarrées pour rentrer dans l'ordinateur de la voisine en disant « Yeah, j'ai rentré dans l'ordinateur de la voisine ». Mais ils ont même pas été voir un document, ils ont rien fait. Ils ont juste comme hacké la voisine. Je trouve que l'électronique fait juste que tu cours après les possibilités que ça marche plus, que ça brise, qu'un crack en électronique soit plus fort que le système. Fait que il y a quelque chose là-dedans de spectaculaire, je trouve, effectivement, quelque chose qui donne l'impression de sécurité, mais qui, au fond, nous rend dépendants à un paquet de bidules qu'on comprend même pas. Fait que la plupart des gens qui font affaire à des systèmes informatiques comme ça, électroniques, je veux dire, savent même pas comment ça fonctionne, et si leur système se met à se déclencher dans la maison, je pense qu'ils ne sauraient même pas comment l'éteindre ou ils ne sauraient même pas comment l'arrêter. Mais là, c'est qu'après, tu deviens suspicieux de tout, là. Tu sais, l'humain croit en la machine, fait qu'on croit aux serrures. Puis là, ben, si l'histoire est bonne, il y a des serrures spéciales, tu sais. Puis là, ça lit l'iris de l'œil pour débarrer. Fait que là, il va se mettre à douter de tout. Il va se mettre à douter de la technologie de protection de sa voiture. Ultimement, après, il se met à douter de son système d'alarme à la maison. Puis... Et là, quand on met le doute mélangé avec la peur, ben, on est équipé pour avoir une maudite bonne légende urbaine. On aime bien les légendes qui se moquent des nouvelles technologies. Probablement parce qu'on a un esprit un peu réfractaire au changement. Ça me rappelle l'histoire d'un gars en Mauricie. Le gars sort du bureau pour se rendre compte que les portières de sa voiture neuve ont été forcées. L'auto n'a pas été volée, probablement grâce à l'antidémarreur, mais le coffre à gants a été fouillé, lui, parce que tout était pêle-mêle sur la banquette du passager. Le voleur avait probablement été pris en flagrant délit parce qu'il n'avait pas eu le temps de rien voler. En fait, juste une paire de gants. Il n'avait pas pris l'appareil photo, ni le GPS, ni les CD qui étaient dans la voiture.
Alors le gars en fait pas trop de cas. Le lendemain, au retour du travail, il se rend compte que sa maison a été dévalisée complètement. C'est là que l'histoire du vol de la paire de gants lui remontait à l'esprit. Le GPS avait peut-être pas été volé dans la voiture, mais il avait été consulté. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un GPS? Bien, l'adresse de la maison, avec même le chemin pour s'y rendre. Et comme le voleur connaissait bien maintenant la marque de la voiture du propriétaire, il avait juste à s'assurer que la voiture soit pas dans le stationnement de la maison, ce qui voulait dire que le propriétaire n'y était pas non plus. Alors, la prochaine fois que vous vous faites voler presque rien, soyez inquiets. Très inquiets. C'est une belle idée, mais c'est une idée risquée un peu inutilement. Tu as le risque de te faire prendre quand tu es dans l'auto, puis tu as le risque de te faire prendre dans la maison. Je trouve que c'est multiplier les risques. Puis si tu fais ça, ben Colin vole le char aussi. Je veux dire, utilise le char pour te rendre à la maison du gars, puis en sortant de la maison pour l'avoir volé, ben, garde le char. Moi, je connais une histoire à l'inverse. Alors, des gens très proches de moi qui ont confié la peinture de leur maison à un groupe de jeunes, et tout le monde était très bien dans ce groupe-là, sauf un, qui a repéré dans la maison où étaient les clés, où était le système d'alarme, où étaient les réflecteurs extérieurs, et a volé un double des clés qui traînaient sur le comptoir. Et un soir où personne n'était là, il est entré dans la maison, il avait neutralisé les réflecteurs extérieurs, il avait tout compris où était le système d'alarme, et il a volé la maison, il a vidé la maison, il a volé le trousseau de clés de voiture. Évidemment, comme les gens n'étaient pas dans la maison, la voiture n'y était pas, mais il y avait un double des clés de voiture. Alors, quand les gens sont revenus chez eux, ils ont trouvé la maison dévalisée. Bon, c'était le moindre de leur malheur, là, ça se remplace des objets. Le lendemain, la voiture avait disparu parce qu'avec le double du trousseau de clés, il avait également volé la voiture. Et ça, c'est une histoire vécue. Une variante de cette légende a circulé par courriel en décembre 2008. Elle racontait l'histoire d'un homme qui se faisait voler sa voiture pendant qu'il assistait à un match de football. Dans sa voiture, il y avait son GPS avec son adresse personnelle et la télécommande de sa porte de garage. En rentrant chez lui après le match de football, à pied, je présume, il s'était rendu compte que sa maison avait été complètement dévalisée. Après la pause, qui a peur des toilettes publiques? Sous la rubrique des méchants astucieux, notre prochaine légende est un classique. Probablement parce que le criminel, bien que malhonnête, réussit quand même à nous faire rire. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui sort de l'épicerie pour se rendre compte que sa voiture a été endommagée dans le stationnement. Visiblement, une autre voiture l'a emboutie. Mais heureusement, le conducteur a laissé une note sur son pare-brise. Voilà ce qui était écrit. « Bonjour, j'ai pas mal magané votre voiture, et comme il y a plusieurs témoins, je dois faire semblant de vous laisser mes coordonnées. Alors, voici une note qui ne contient ni mon nom, ni mon numéro de téléphone. Bonne journée. » Ça, c'est un gag d'Achille Talon. J'ai lu exactement ce gag-là dans un Achille Talon. C'est pas des jokes, j'ai lu ça dans... C'est un deux planches, comme tous les gags d'Achille Talon. Puis il n'y a pas de parole. Tu vois juste Achille Talon qui tourne le coin de la rue, puis bang, il emboutit un auto. Là, il y a plein de monde qui le regarde la bête. Lui, il est tout malheureux, pis tout ça. Là, tu vois, il prend un calepin, il écrit quelque chose. Là, tout le monde sourit, il laisse ça dans le pare-brise. Et là, tout le monde est fier, tout le monde applaudit. Il est là, héros, il s'en va en auto, il fait, il y a rien là, merci, je suis un bon... Tu sais, il n'y a pas de parole. Et là, la case d'après, c'est la nuit. Le gars est en train de lire le message, le propriétaire. Il nous regarde avec une larme coule de son œil. Puis là, en gros plan, t'as la note, c'est marqué... Je vous écris ça parce que votre char était dans mon chemin, puis tout ça, puis il y a une gang d'épais qui me regardent, puis qui veulent absolument, alors je leur fais plaisir. Mais dans le fond, sachez que je vous méprise. Achille Talon. C'est tellement drôle. En 2002, une dépêche faussement attribuée à l'Associated Press s'est mise à circuler sur Internet. Des policiers conseillaient aux femmes de ne jamais aller à la toilette dans un centre commercial sans être accompagnées parce qu'il semblerait que les voleurs ciblent les femmes seules. Évidemment, on encourageait les femmes à transférer le message à toutes leurs amies. C'est l'amie de ma voisine qui m'a raconté cette aventure qui est arrivée à la fille de sa cousine. Bon, ça a l'air loin comme ça, mais elle me jure que c'est vrai. Puis quand on y pense, ça a vraiment de l'allure. La jeune fille en question magasinait dans un petit centre d'achat de banlieue. Elle adorait le magasinage.
Mais avant de rentrer à la maison, un dernier arrêt s'imposait. La salle de bain. Elle est allée aux toilettes près de la sortie. Comme il était quelque chose comme 2 heures de l'après-midi en semaine, il n'y avait pas de file d'attente. Il y avait juste une fille qui en finissait plus de se laver les mains. Sans doute une espèce d'obsédée des microbes, qu'elle s'est dit. Elle aimait pas trop avoir de la compagnie dans ces moments-là. Disons que c'est pas comme à la maison, mais elle pouvait pas attendre d'être seule. Ah! L'eau coulait plus et le séchoir fonctionnait. L'autre fille sortirait bientôt. La magasineuse s'est dit qu'elle allait pouvoir retoucher son maquillage en paix. Mais l'autre fille était pas sortie. Pas du tout même. Elle l'attendait en y braquant un fusil au visage. Elle a pris ses sacs de magasinage puis sa sacoche. La pauvre fille était sous le choc. Elle se laissait faire en espérant que quelqu'un finisse par venir aux toilettes. Mais personne. Puis la voleuse avait un plan. Elle a exigé que la victime enlève son linge, tout son linge, même ses sous-vêtements. Mettons que la fille n'était pas en position de négocier. Après ça, la voleuse est partie avec tout ce que la fille avait sur elle, puis elle l'a laissé là, nue comme un verre. Elle avait même pris soin de placer un panneau hors d'usage sur la porte, question que personne découvre sa victime trop tôt. Parce que le temps que quelqu'un entre dans les toilettes et que la fille puisse demander de l'aide, la voleuse aura eu le temps, elle, de foutre le camp bien loin avec la voiture de sa victime qu'elle aura facilement repérée grâce au démarreur à distance. Des histoires de vols dans des centres d'achat ou de voleurs qui profitent des cabines fermées ou des heures de fermeture, il y en a eu de tout temps. Il y a eu des histoires d'enlèvement qui ont circulé dans des cabines d'essayage. On a entendu 1000 affaires. Mais ce qui est vrai, ce qui est une véritable affaire criminelle, remonte à plusieurs années, 10-15 ans, et ça concerne Agostino Ferreira, qui, lui, trouvait ses victimes dans des boutiques de vêtements pour femmes, et il en a agressé plusieurs, toujours selon le même pattern. Alors, il arrivait à peu près à l'heure de la fermeture, se faisait ouvrir la porte, bien sûr, et là, fouillait rapidement dans les vêtements. Les jeunes vendeuses étaient bien souvent toutes seules à l'heure de la fermeture, le laissaient aller, et il essayait un vêtement dans une cabine, et quand la jeune fille, à la fin voulait fermer la boutique, elle pressait un peu le client de se dépêcher. Elle allait le rejoindre, disons, dans les cabines d'essayage en disant « Mais ça va, monsieur, est-ce que vous pouvez activer? » Et là, à ce moment-là, il les attaquait. Et bien souvent, la boutique était fermée parce que les jeunes filles avaient verrouillé la porte. Alors, il n'y avait plus personne qui pouvait entrer. Et là, il a procédé comme ça à plusieurs reprises. Et ça a donné lieu à des scènes abominables. Il a agressé plusieurs jeunes femmes comme ça. Il en a même tué 2. Pour ma part, j'ai eu connaissance d'une histoire qui s'est passée en Europe où un homme handicapé s'était fait mutilé presque là, dans une toilette publique, puis ça avait fait beaucoup jaser. Puis 2 hommes avaient été arrêtés, puis ils avaient vraiment profité du fait qu'il était aux toilettes et qu'il était lourdement handicapé pour... je pense qu'il avait même... C'est ça, il avait commis des actes de barbarie, là, ça faisait partie des actes d'accusation. Là, ce qui est intéressant dans cette légende-là, par exemple, c'est que c'est une femme qui en attaque une autre. C'est pas d'habitude le prédateur est un homme. Là, c'est une femme. Fait que ça donne l'impression que c'est comme si la femme voulait vraiment voler le linge pour le linge. Là. Elle veut le linge, elle veut l'auto, elle veut pas... Le gars, souvent, quand il attaque une fille, c'est un prédateur sexuel. Bon, là, évidemment, ça avait été un gars qui avait violé la fille dans les toilettes. Là, j'aurais trouvé ça complètement invraisemblable. Quoique, il arrive des choses, des fois, incroyables. Là. Ça va rejoindre bien des craintes qui sont plus féminines. Quand tu te retrouves seul, tout le monde doute, un gars ou une fille, mais je pense qu'il y a une petite crainte supplémentaire chez la fille de ne pas se sentir totalement en sécurité quand elle se retrouve seule. Tu es dans un endroit public, il y a une autre fille qui arrive. C'est pas un gars. Ça va être un gars, hop, tout de suite. Un gars dans une toilette de fille, qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, c'est une fille, OK, on baisse ses bras, non, il m'arrivera rien. Paf, et là, tu te retrouves tout nu. Et ça, là, c'est un autre pan. La peur de se retrouver nu en public, je suis convaincu que tout le monde a déjà fait des rêves là-dessus. Et là, ben, tu vas faire quoi?
je vais sortir dans le centre d'achat là, en disant « Je me suis fait voler! » Non, tu sais. Fait il y a tous les ingrédients pour que ça frise le ridicule, mais que ce soit surréel. Puis là, tu t'imagines, je veux pas vivre ça. Là, t'es pris, t'es dans la salle de bain, puis là, t'es là, puis là, tu regardes la porte, puis je l'ouvre-tu, je l'ouvre pas, non, puis là, plus t'attends, plus tu sais que l'autre est probablement parti avec ton char et que t'es en train de faire des transactions avec tes cartes de crédit, puis... Yeah, tout est là. Qu'à mettre tout nu, qu'à déshabille pour être sûr qu'elle court pas après, c'est pas mal comme idée, c'est pas bête. Sauf que je trouve que c'est une maudite chance à prendre et à courir. Parce que la fille, justement, pendant qu'elle dévalise, quelqu'un peut rentrer dans la toilette. Aussitôt qu'elle sort, l'autre qui est tout nu peut quand même se mettre à hurler. Là. À beau être nu, elle peut se mettre à hurler, puis quelqu'un peut arriver assez vite. Puis la voleuse, si elle était si pressée qu'elle prenne le temps de trouver l'auto dans le stationnement, je trouve qu'elle est pas nerveuse. Dans les toilettes des femmes, les sacoches sont souvent volées. Puis je peux pas croire que c'est juste par des hommes, là, on les verrait. Les fameux crochets dans le haut des portes des toilettes. Tout le monde met sa sacoche là, tu sais. Puis pendant que t'es immobilisé, tu sais, je sais pas si d'autres personnes ont déjà réfléchi à ça, mais qu'est-ce que tu peux faire si quelqu'un accroche sa sacoche puis s'en va? T'as comme 2 minutes, là, des fois, ou 1 minute, ou en tout cas un délai qui lui donne le temps de s'échapper sans même que tu l'aies vu puis sans que personne s'aperçoive de rien. Donc, il y a des crimes parfaits qui peuvent être commis dans les toilettes publiques. Puis si elle est un peu chanceuse, elle peut effectivement se faire, de pas se faire prendre. Mais que ça devienne une espèce de pattern, que ça fait 300 vols qu'elle fait comme ça se peut pas parce que il y a trop d'éléments incontrôlables. Quelqu'un peut arriver. C'est le genre d'affaire qui, si on le rattache à un centre d'achat en particulier et qu'on donne 2-3 détails sur la fille, c'est une brune, elle fait 5 pieds 2, puis elle a tel genre de boucles d'oreilles. C'est tout le temps remarquer les boucles d'oreilles. Remarquez que les bonnes légendes urbaines, là, ils rajoutent des détails totalement superflus, mais qui rendent l'affaire full crédible. Ce qui fait que la prochaine fois que tu vas te retrouver aux toilettes, tu vas ridiculement regarder la fille à côté, tu vas dire « As-tu des boucles d'oreilles pareil que dans l'affaire, ça passe dessus? » Puis là, tu fais « Non, non, pense pas à ça, c'est complètement stupide. » Et c'est pour ça que ces légendes-là vivent si longtemps. Des crimes, il y en a des pires que d'autres, hein? Puis il y en a qui font sourire, même si sont graves. C'est comme l'histoire que m'a racontée une amie là, qui est serveuse dans un bar. Un homme sortait d'un bar, justement, en titubant, puis il a pris le volant de son char. Les policiers qui surveillaient à la sortie du bar l'ont suivi, puis l'ont arrêté quelques rues plus loin, pour se rendre compte que le gars était parfaitement sobre. En fait, il jouait le gars sous pour attirer les policiers le temps que ses chums, vraiment Yves, eux autres, puissent prendre leur voiture puis quitter le stationnement sans être achalés. Au retour, ça vous apprendra à vouloir rendre service. Notre prochaine légende est tellement plausible qu'elle a même fait l'objet d'un article dans un quotidien de Cedar Falls, en Iowa, en 2004. Les agents de sécurité d'un grand magasin ont même dû produire les bandes vidéo de surveillance afin de nier la rumeur. Dans notre propre version, seule l'identité du magasin en question a été changée afin de protéger les innocents. Une femme, on va l'appeler Sylvie, disons, faisait toujours ses courses dans un de ces magasins grande surface où on vend de tout en très grande quantité. Cette fois-là, elle avait acheté des denrées non périssables qui dureraient sans doute pendant les 10 prochaines années. Comme c'était une habituée de ce genre de commerce, elle avait rangé tous ses achats dans un panier pour se rendre à sa voiture. C'est là qu'elle aperçoit un pauvre gars qui, lui, a visiblement pas l'habitude de magasiner en gros. Il a les bras pleins de rouleaux de papier de toilette, puis plusieurs paquets à part de ça. Pourquoi pas prendre un panier comme tout le monde? Ça le demande bien. Mais c'est pas parce qu'un gars est désorganisé qu'il faut pas l'aider. Elle finit de ranger ses caisses dans sa voiture, puis elle se dirige vers le pauvre gars qui avance difficilement dans le stationnement avec ses emplettes pleins les bras. Il s'arrête devant sa voiture. Elle prend donc ses paquets, le temps qu'il ouvre le coffre. Mais une fois le coffre ouvert, il passe en arrière d'elle, puis elle pousse à l'intérieur avec les paquets de papier. Heureusement,
comme elle est forte, a réussi à se débattre et à s'enfuir vers le centre d'achat pour aller chercher de l'aide. Sa description de l'homme au papier de toilette correspond en tout point à celle qu'avait donnée une autre femme quelques mois plus tôt. Cette femme-là avait bien vu le même homme enfermer une pauvre fille dans le coffre de sa voiture. Et cette fille-là est portée disparue depuis ce temps-là. La rumeur veut qu'elle soit maintenant esclave sexuelle dans un bordel en Asie. Le stratagème là, de simuler une faiblesse là, dans un stationnement pour attirer ses victimes, c'est pas nouveau. Le tueur en série Ted Bundy, qui a reconnu avoir tué plus de 30 femmes, mais qui est soupçonné d'en avoir tué une centaine là, aux États-Unis. Parmi ces stratagèmes-là, avait un faux plâtre, par exemple au bras ou à la jambe, qu'il pouvait enlever là, facilement. Il n'était pas blessé du tout, mais simulait une blessure de ce genre-là pour attirer ses victimes, pour qu'elles lui viennent en aide. Puis c'est comme ça qu'il ciblait ses victimes, et puis il les agressait, puis il les tuait. Ben moi, j'y crois à ça. Je suis sûr que c'est déjà arrivé, là. Je sais pas si c'était du papier de toilette que le gars avait, whatever, mais une fille qui se fait pousser dans un coffre d'auto, ça, je vois pas pourquoi ça se pourrait pas, parce que c'est assez simple à faire. C'est risqué en maudit, par exemple, qu'il y a du monde qui le voit autour. Encore là, je pense pas que c'est un pattern qui peut être utilisé des dizaines de fois. Les gens ont tendance à vouloir aider les autres. L'être humain, en général, se méfie pas. Tu peux pas penser qu'à 3 heures l'après-midi, en sortant d'un centre d'achat, un gars qui sort d'un magasin avec les mains pleines, tu peux pas t'attendre qu'il va t'attaquer. Tu peux pas t'attendre que Il y en a que oui, mais c'est des gens paranoïaques. Mais le commun des mortels pense pas, vit pas dans la peur d'être attaqué, surtout pas en plein jour. Les stationnements d'endroits publics semblent en général plutôt sûrs, en tout cas le jour. Mais il faut se méfier parce qu'en 2010, il y a un multirécidiviste, un être absolument dangereux, Jean-Yves Mignot, qui a kidnappé et agressé sexuellement une femme qui sortait d'un supermarché dans un endroit extrêmement fréquenté, là, sur Christophe Colomb, au coin de Jarry, je pense, dans un supermarché vraiment très, très fréquenté. Et il l'a forcé à monter dans sa voiture à lui. Il l'a kidnappée et elle n'a pas pu se manifester, elle n'a pas pu signaler qu'elle était victime d'un kidnapping. Mais c'est une tactique qui est souvent utilisée, une espèce de diversion là, pour amener les gens avec soi. Et les pédophiles le font beaucoup avec les enfants. Ils vont prétexter qu'ils ont perdu, par exemple, un animal. Je pense que c'est ça qui est arrivé dans le cas de Cédrica Provencher, qu'on n'a plus jamais revu. On voulait être gentil. Puis il y a de ça d'enrageant parce que ces maudites légendes urbaines-là font qu'on va devenir des moins bonnes personnes puis qu'on n'aura pas envie d'aider son prochain. Il y a une espèce de dualité. Fait que là, la prochaine fois que tu vas arriver pour aider quelqu'un, tu veux l'aider parce que t'es pas un chien sale fini, mais en même temps, tu te dis, je suis en train de me nuire parce que je suis en train de me mettre dans le trouble en faisant ça. Fait que c'est là où là, on a une belle légende urbaine parce que la prochaine fois qu'on va vivre quelque chose de normal, on va douter. C'est sûr que ça existe, la traite des blanches. Je veux dire, ça, il y a eu des... Moi, je suis pas un cas précis à donner, mais c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par la police internationale, on sait très bien que oui, qu'il y a des jeunes filles qui sont kidnappées et qui deviennent des esclaves sexuels. Ça, c'est pas de l'invention. Ça, c'est pas de la légende urbaine, là. Je veux dire, ça c'est clair. On sait que dans beaucoup de pays, il y a du tourisme sexuel et tout ça. Alors, puis quand ces réseaux-là sont arrêtés, on découvre des fois des filles qui sont pas du tout de cette nationalité-là. On sait pas d'où qu'ils viennent. Malheureusement, souvent, les filles qui kidnappent pour ça, ils kidnappent très jeunes. Ils kidnapperont pas des femmes dans la trentaine qui sont des mères de famille et tout ça parce qu'ils veulent ils les amènent souvent dans des bordels. Ils les droguent très jeunes pour qu'ils les rendent junkies puis éventuellement les rendent justement, ils peuvent plus refuser la drogue donc ils sont obligés d'être dans un pattern. De créer ce moule-là chez une femme de 35 ans, c'est plus difficile. Et en plus, ce qui est assez horrible à dire, 35 ans, pour beaucoup de clients sexuels, c'est déjà vieux. Alors que ces gars-là, souvent, qui sont des pervers, qui sont malades, souvent, ils veulent des filles beaucoup plus jeunes. Alors, c'est là toute
Alors oui, peut-être que c'est pour en faire des esclaves sexuels, mais ça peut être juste un malade qui veut amener la fille chez eux puis la violer ou peu importe, là. Selon une étude d'une chercheuse américaine qui a été reprise aussi en Belgique, les stationnements sont les lieux publics les plus craints par la population en général, surtout les stationnements intérieurs. En 1992, on sait qu'il y a au moins 500 000 délits violents qui ont été commis aux États-Unis dans des stationnements intérieurs et extérieurs. Puis les gens, en général, se sentent hyper vulnérables dans des stationnements. Parce que justement, tu as des paquets, tu t'en vas ta voiture dans un stationnement intérieur, c'est encore pire parce que toutes les voitures peuvent constituer une cachette pour quelqu'un qui peut surgir, surtout le soir. C'est vrai que les stationnements publics sont en général des endroits qui devraient pas nous effrayer parce que beaucoup de voitures. Mais il y a des stationnements qui sont extrêmement mal configurés, puis il y a des stationnements où, évidemment, on va chercher notre voiture le soir, des stationnements souterrains ou des stationnements comme celui qu'il y a à Laval, où Natacha Cournoyer stationnait sa voiture tous les jours. Elle travaillait dans un immeuble tout près. Et c'est là qu'elle a été kidnappée par Claude Larouche. Ça fait déjà quelques années. Et c'est cet aspect-là qui est un peu affolant des stationnements parce que tu sais jamais qui va surgir de derrière une voiture, d'une voiture, et c'est exactement ce qui est arrivé dans ce cas-là. Claude Larouche était dans sa fourgonnette et il a kidnappé Natacha Cournoyer, il l'a vraiment littéralement jeté dans cette fourgonnette et fermé la porte et personne s'en est rendu compte. Et il était stationné tellement loin, il faisait noir, il était, 5 heures, 6 heures, il n'était pas très tard, là, mais c'était l'hiver. Alors, il échappait aux caméras de surveillance. Alors, évidemment, c'est de ça qu'il faut se méfier dans les stationnements publics, pas seulement les gens qui demandent notre aide ou qui utilisent des tactiques de diversion, mais que des gens très mal intentionnés puissent surgir de n'importe où. Si on se rappelle qu'une bonne légende urbaine, faut qu'elle te fasse peur. Et pourquoi qu'elle va devenir virale, c'est que toi, tu vas devenir sauveur. Tu vas sauver ta belle-sœur, tes chums du bureau. Donc, t'as peur, tu sais, c'est vrai. Il pourrait, la prochaine fois que je suis au centre d'achat, un gars qui va venir m'aider pour le papier de toilette, puis là, je pourrais être kidnappé, puis là, ils vont m'enlever les organes, puis au secours. J'ai peur. Merci, j'ai eu le message, ça m'arrivera pas. Alors, il faut que je fasse connaître ça, Manon, Linda, let's go. Et là, tu deviens un agent de communication. Et là, eux autres, ils vivent le même phénomène. Ils ont peur, ils avertissent tout le monde. Alors, c'est une traîne de poudre, tu peux avoir en 24-48 heures, là, le Québec au complet qui est au courant de la patente. Là. Puis c'est pas vrai. L'histoire prépare au pire, en fait. C'est que la vraie horreur commence une fois que le coffre d'auto est fermé, puis que l'auto s'en va. Et là, on peut imaginer le pire. Moi, j'ai reçu une histoire par courriel qui prouve que le crime, c'est payant. C'est un jeune homme qui, tous les soirs, sortait de l'usine où il travaillait en transportant un sac de sable dans le panier de sa bicyclette. OK. Le gardien de sécurité fouillait le sac de sable chaque fois pour s'assurer que le gars avait rien volé. Quand le travailleur a laissé son emploi, le gardien lui a demandé « Mais pourquoi tu transportais un sac de sable chaque soir si tu cachais rien dedans? » Et le garçon lui a répondu « Pour détourner ton attention de ce que je volais vraiment. » Et qu'est-ce qu'il volait vraiment? Des bicyclettes. Après la pause, l'instinct maternel qui ne nous protège pas toujours. La prochaine légende s'inscrit dans une longue série d'histoires reliées aux initiations de gangs de rue. On a tous entendu celle qui prétend qu'un appel de phare auquel on répond pourrait nous coûter la vie. Eh bien, il y a une autre histoire, elle, qui prétend que si vous portez un chandail avec une cible dessus, vous courez de graves dangers. En effet, il paraîtrait que la nouvelle épreuve d'initiation des gangs de rue consiste à trouver une personne qui porte ce genre de T-shirt et de la tirer au centre de la cible. Mais à Montréal, il y a des zones où tu peux pas porter de rouge parce que c'est une couleur qui est réservée à la gang du coin. Ailleurs, c'est une autre couleur qui peut te mettre dans le trouble si tu la portes parce que c'est réservé à la gang de l'autre coin. Ça, c'est répertorié par les policiers aussi. Donc, ce genre d'histoire-là existe. Peut-être pas au niveau des cibles, parce qu'il y en a tellement des t-shirts comme ça.
Mais il y en a plein. S'il fallait que ça devienne une épreuve d'initiation pour les gangs de rue, ça serait vraiment dangereux pour beaucoup de monde. Une autre légende de gang de rue a commencé à circuler en 2005 par courriel. Une femme affirmait qu'une de ses amies avait vu un enfant qui pleurait sur le bord de la route. Alors la fille s'est arrêtée. Elle a demandé à l'enfant où étaient ses parents. L'enfant lui a répondu qu'il était perdu et lui a demandé de le ramener à la maison en lui tendant un papier avec une adresse. Une fois rendue à cette adresse-là, la fille a sonné à la porte et elle s'est électrocutée. Le lendemain, elle s'est réveillée seule et nue dans la maison. L'enfant sur le bord de la route était un piège que tentent les gangs de rue pour attirer les femmes chez eux et les violer. Parfois, il faut se méfier des plus petits que soient. C'est aussi le cas dans cette autre histoire tout aussi troublante soumise sur le site de Canal D par Mylène Bouchard de Saint-Jérôme. Peu de femmes peuvent résister aux pleurs d'un bébé. Pas besoin d'être mère pour être touchée. Ça, il y a un gars qui le savait. Il en profitait pour attirer les femmes. Ça serait même arrivé à Québec, à une fille qui habitait dans un immeuble à logement. Tu sais, le genre de logement où t'entends très bien tes voisins. Tellement que tu finis par t'habituer à toutes sortes de bruits. Un soir, la fille à qui l'histoire est arrivée était seule dans son appart, en train de cuisiner calmement quand elle a entendu un bébé qui pleurait. Elle s'est dit que c'était sans doute le bébé des voisins qui avait l'habitude de pleurer fort et longtemps. Mais là, le bébé, il arrêtait vraiment pas de pleurer. Ça faisait au moins 10 minutes qu'il chignait sans arrêt, sur le même ton. Il était vraiment en crise. Comme elle trouvait ça étrange et un peu fatigant, elle a décidé d'appeler la voisine. Mais il n'y avait pas de réponse. Sûrement que la voisine avait autre chose à faire que de répondre au téléphone, comme consoler son bébé, par exemple. La fille a continué ses petites affaires en essayant de ne pas penser au cri du bébé. Puis tout d'un coup, les cris ont cessé subitement. La fille était soulagée. La voisine avait réussi à calmer le bébé en le berçant ou en le faisant boire, probablement. Mais après seulement 5 minutes de calme, les cris du bébé reprennent de plus belle. Mais là, il pleure différemment. Il hurle même. Tellement qu'il semble avoir de la difficulté à reprendre son souffle. Elle pense à aller chez la voisine directement, mais elle se ravise. C'est pas de ses affaires. Alors elle appelle la police. Quelqu'un doit faire quelque chose, l'enfant est peut-être maltraité. On lui ordonne de rester chez elle et de ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Sous aucun prétexte. Mais restera-t-elle sagement chez elle? C'est sûr que non. La suite, au retour de la pause. Avant la pause, une jeune femme est dérangée par les cris du bébé de sa voisine qui hurle à plein poumon. Puisque la voisine ne semblait pas être en mesure de s'occuper de l'enfant, la fille a contacté la police. On lui ordonne alors de rester chez elle. Oui, les policiers sont en route, ils ont déjà été appelés par d'autres voisins. Mais bien trop curieuse pour rester comme ça sans agir, elle décide d'aller voir ce qui se passe. C'est là qu'elle comprend pourquoi sa voisine ne répondait pas au téléphone. Elle est étendue sur le palier, morte, étranglée. La fille paniquée retourne s'enfermer chez elle. Elle doit rappeler la police parce que là, il ne s'agit pas seulement d'un enfant qui pleure. Il y a eu un meurtre. Mais les policiers le savaient déjà. D'autres cas avaient été signalés dans le quartier. C'est pour ça qu'ils lui avaient ordonné de rester chez elle. Et puis là, ils lui ont expliqué ce qui se passait. Là, le bébé, il pleure vraiment très fort, puis... Les cris de bébé n'étaient pas ceux de l'enfant de la voisine resté seul pendant que sa mère se faisait étrangler. Non, les cris sortaient d'un magnétophone qui avait été posé près de chez la voisine. Des cris de bébé enregistrés l'avaient attiré hors de chez elle. Ou un maniaque l'attendait pour l'agresser. Certain qu'aucune femme pourrait résister au hurlement d'un bébé en détresse. Surtout pas une jeune mère. Moi, je la trouve dur à croire, cette légende-là. J'ai un peu de misère à croire. Je trouve que le gars, pour attaquer une fille, je
trouve qu'il se complique la vie bien gros. Je veux dire, enregistrer des pleurs de bébé puis faire jouer des pleurs de bébé sur une enregistreuse devant une porte, tout ce que tu risques de faire, c'est d'attirer l'immeuble au complet. Là, dans cette légende-là, il y a juste une femme qui finit par sortir et qui se fait attaquer. Moi, je pense que dans la vraie vie, si t'entends un bébé pleurer, je dis pas que tout le monde sortirait. Il y en a peut-être une ou deux qui feraient comme la fille de la légende, qui sortirait pas puis finirait par appeler la police. Cette histoire-là m'enrage particulièrement parce que je suis moi-même une nouvelle maman, là. Ma petite a presque 2 ans. Puis j'ai découvert ce qu'était l'instinct maternel. Et c'est certain que si j'entends un bébé pleurer comme ça, même si je sais que ma voisine a un bébé puis que ma voisine est une bonne maman et tout ça, là, si je l'entends pleurer 10 minutes, OK, 15, 20, une demi-heure, là, je commence à fatiguer, tu sais. Je me vois pas ne pas agir, là, tu sais, surtout s'il y a personne chez la voisine que j'ai appelée. Donc, moi, j'aurais fait comme la dame, je serais sortie, tu sais. Puis je me serais fait peut-être agresser, là. Si ça pleure dans le corridor, ça a de l'air de pleurer dans le corridor, là. Je veux dire, un bébé qui pleure à travers un mur d'appartement, un bébé qui pleure dans le corridor, on voit la différence. Si tu entends un bébé qui manifestement a l'air de pleurer dans le corridor, tu vas ouvrir la porte, tu vas regarder, tout simplement. Fait que moi, je suis sûr qu'il y a au moins 5-6 personnes qui ont fait ça. Fait que de prendre une fille, de l'agresser dans le corridor, alors que n'importe qui peut ouvrir la porte, amener pour voir ce qui se passe. Et qu'un criminel pas intelligent peut se faire ça, oui, mais qu'il soit pas fait pogner, ça j'ai bien de la misère à y croire. Il est question de pleurs d'enfants, de cris, de bébés. Alors, on voit que les voleurs peuvent jouer sur le sentiment, sur la vulnérabilité d'une victime potentielle pour attirer des gens. Cette histoire-là en particulier, je ne l'ai pas entendue, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui profitent justement de ça, qui font des scénarios en utilisant ce genre de système-là, c'est-à-dire en envoyant quelqu'un qui a l'air, à première vue, vulnérable, soit une femme enceinte, on l'a entendu là, il n'y a pas si longtemps, une femme enceinte qui sonne à la porte pour demander de l'aide, téléphoner. Alors, qui va refuser à une femme enceinte d'entrer? C'est certainement pas quelqu'un qui a l'air extrêmement dangereux. Et puis, surgissent 3 bandits qui s'introduisent dans la maison. Et c'est trop tard, une fois que la porte est ouverte, ils font ce qu'ils ont à faire. Des punchs avec des enregistreuses, là, amène-en, là. La mère, l'autre bord de la porte. Tu vas pas te dire, ah, tiens, c'est un magnétoscope qui est en train de faire jouer. Non, c'est un enfant qui braille. Si c'est un chien qui jappe, ce serait un chien. Et tu pourrais prendre la même histoire, mettre un chien ultra méchant. Et si tu veux empêcher quelqu'un de sortir par une porte, mets un magnétoscope avec un chien là, qui gueule, c'est sûr que la personne ne sortira jamais par cette porte-là. Et là, tu vas la faire sortir par en arrière. Et là, tu pourrais repartir avec une autre histoire, parce que là, le gars qui a kidnappé la fille, il était sur le balcon en arrière, et il l'attendait parce que c'est sombre, qu'il n'y a pas de lumière. Puis là, on vient d'inventer une autre légende urbaine partant de ça. On a vu, pire encore, des gens qui vont téléphoner à des personnes âgées et vont se faire passer pour quelqu'un de leur famille. Ça, j'ai vu ça, c'était un agresseur sexuel qui était vraiment déviant et qui n'agressait que des personnes âgées. Et il les volait également. Alors, il se présentait et c'était très souvent des religieuses. Alors, les religieuses, toujours le cœur sur la main, qui sont prêtes à aider, des vieilles dames de 80 ans et qui reçoivent un appel d'un petit cousin ou petit neveu et qui dit tante machin, oui, c'est moi. Ah, c'est toi, Pierre? Oui, c'est ça, c'est moi, Pierre. Alors, évidemment, on tombe dans le panneau. Et là, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de traitement. Est-ce que je peux aller te voir? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et là, évidemment, quand il arrivait chez ces dames-là, il profitait d'elles, les volait, les agressait. Alors, c'est un pattern qui existe beaucoup. Il y a des gens qui se donnent du mal pour inventer des scénarios invraisemblables. Et il y en a d'autres qui font des invasions de domicile extrêmement violentes. On en connaît plusieurs exemples. Qu'est-ce qu'on retient de toutes ces légendes urbaines? Que des méchants, il y en a partout. Mais pour faire une bonne légende, il nous faut un criminel dont on admire le génie et une victime qui nous ressemble. Et une fois qu'on a tous ces ingrédients, on se dépêche d'appuyer sur le bouton transférer et on l'envoie à tous nos contacts. Parce qu'on n'est jamais trop prudent.